c'est toute la magie et tout l'inconvénient de ces présentations en visio, mais je vais quand même essayer de vous expliquer notre travail. Donc, je parle du scénario Négawatt 2017-2050, qui est un scénario de transition énergétique pour la France, et donc ce qui n'est pas dit ici, mais l'objectif du travail, c'était de dire, est-ce qu'on peut envisager une France 100% renouvelable en 2050? Donc, c'est ça le travail de l'association Négawatt. Donc, l'association a été créée en 2001 par des experts et des praticiens de l'énergie. Ce sont des personnes qui travaillent au quotidien sur l'énergie. Donc, il y a tout un travail de prospective, donc c'est le scénario que je vais vous présenter, tout un travail de réflexion, donc ça c'est quelque chose qui se fait et qui alimente surtout tout ce qui est le plaidoyer et le lobbying, donc on revendique de défendre nos travaux, de proposer des mesures. Donc l'association est organisée avec une vingtaine de membres actifs, donc je suis un de ces membres actifs. Entre nous, on s'appelle des compagnons parce qu'on est membre de la compagnie des négawatts, et il y a aussi des ambassadeurs. Et l'association Négawatt, c'est une association loi 1901 avec plus de 1200 membres cotisants. À côté de l'association, il y a un institut qui s'appelle l'Institut Négawatt, qui a été créé en 2009 et qui est un outil pour former, pour faire des missions, des études. Et l'ensemble du groupe Négawatt, aujourd'hui, c'est 50 personnes. Donc, c'est quelque chose, donc l'essentiel étant dans l'Institut, mais c'est quelque chose de conséquent. Et donc, personnellement, moi, je travaille dans un bureau d'études. Donc, j'ai créé un bureau d'études qui travaille sur les impacts sur l'environnement des énergies renouvelables électriques, donc éoliennes et photovoltaïques. Donc, au fil des ans, 3 livres ont été produits. Il y a eu le manifeste Négawatt, là, à gauche, donc qui a été ce qui a lancé un peu plus auprès du grand public tout le travail de l'association, donc en 2012. Il y a eu Changeons d'énergie, qui était en 2013, qui était un format un peu plus un format un peu plus grand public. Et puis, il y a eu l'édition en 2015 en livre de poche, donc toujours sur le manifeste Négawatt. Il y a aussi donc des sites web, mais ça, j'en reparlerai. Donc, le mot négawatt, ça vient du principe que l'énergie la moins polluante est celle qui n'est pas consommée, qui n'a donc pas besoin d'être produite. En termes de communication, ce n'est pas un mot qui est obligatoirement l'idéal, puisqu'on parle d'un terme négatif, mais vraiment, je pense que maintenant, c'est une signature, c'est quelque chose de bien précis. Donc, c'est un autre mot, mais plus global que tout ce qu'on peut appeler comme chasse au gaspillage, économie d'énergie ou maîtrise de l'énergie. Un des points forts, un des points clés de l'approche, de la démarche et du scénario Négawatt, c'est la sobriété énergétique, alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'ébriété énergétique. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Donc, déjà, la sobriété énergétique peut se définir par opposition à l'ébriété énergétique du monde d'aujourd'hui. Comme exemple d'ébriété énergétique, c'est un exemple franco-français à gauche, avec un bâtiment qui est tourné vers le sud et qui est vitré à 100%. Donc, on sent que c'est quelque chose qui est un peu anticlimatique. Puis, un autre exemple dans les pays du sud où chacun a sa climatisation individuelle. Donc, on voit qu'on n'est pas dans un monde qui construit en phase avec son environnement. Autre exemple, très, très concret de sobriété ou d'ébriété énergétique, c'est la diffusion de ces écrans vidéo publicitaires, en sachant qu'un écran vidéo publicitaire, c'est 6000 kWh par an et c'est la consommation électrique annuelle de 2 familles. Et ces écrans fleurissent partout. Donc, s'ils diffusaient des messages éventuellement de négawatts, pourquoi pas, et encore, mais ce sont vraiment des objets extrêmement consommateurs d'énergie et qui sont à l'antithèse des choses que nous, on peut défendre. On est donc dans l'urgence, donc j'y reviendrai, mais j'insisterai peut-être pas plus que ça sur l'urgence de l'action. L'urgence de l'action, j'ai deux idées, mais deux messages, mais je peux en avoir plus. Le premier message, qui est un message plus à contre-courant, c'est pas quelque chose que l'on constate chacun au quotidien, c'est qu'on est quelque part dans la fin des énergies fossiles faciles.
On a du pétrole, on a du gaz, on a du charbon, mais on va vers quelque chose qui va être de plus en plus rare. Et sur le principe que ce quelque chose est rare, ça va être cher. Pour donner des chiffres, c'est surligné en jaune sur la diapositive, c'est qu'en 2013, les habitants de notre planète ont consommé 50 milliards de barils de pétrole et de gaz, mais seulement 20 milliards de nouveaux gisements ont été découverts, malgré des dépenses d'exploration multipliées par 4 en 10 ans. Donc, ça confirme qu'on va vers quelque chose qui est de plus en plus rare et cher. Et donc, on ne le sent pas, il n'y a pas une crise liée au pétrole, mais on l'a vu dans les 40 dernières années, il y a eu des crises, il y a eu des embargos, il y a eu des choses, et ça nous arrivera dans les années à venir. Surtout, on est dans l'urgence climatique, et moi j'utilise la même illustration depuis un certain nombre d'années, hein, qui montre que avant la période pré-industrielle, ce qu'on appelle l'ère industrielle, on était à des niveaux qui étaient inférieurs à 350. Et puis aujourd'hui, là sur cette diapositive, c'était marqué 380. Donc ça, c'est une diapositive que j'utilise depuis un certain nombre d'années, depuis moins de 10 ans. Et aujourd'hui, on est à 410. Donc vous voyez sur cette échelle, hein, qui est une échelle qui va au-delà de l'échelle humaine, puisqu'on est sur plus de 100 000 années, eh bien, on voit une évolution, une augmentation de la concentration de gaz dans l'atmosphère, de CO2 dans l'atmosphère, qui est énorme, une évolution énorme et particulièrement inquiétante. Et si je fais la croisée des deux informations que j'ai indiquées précédemment, hein, donc là c'est une information qui n'est pas faite par Greenpeace, elle pourrait être aussi, mais elle est faite par l'Agence internationale de l'énergie, qui dit que si nous voulons atteindre, si nous ne voulons pas dépasser l'objectif mondial d'un réchauffement planétaire de 2 degrés, notre consommation d'ici à 2050 ne devra pas représenter plus du tiers des réserves prouvées de combustibles fossiles. Donc, je vous ai dit que les réserves, on en trouvait de moins en moins, on en cherche, mais on ne doit pas brûler plus du tiers. Donc, ça veut dire qu'on doit en laisser énormément. C'est marqué à moins d'un déploiement à grande échelle de la technologie de captage et stockage du carbone, technologie qui n'existe pas et qui ne satisferait pas tout. Donc, ce double constat, donc de ne pas brûler toutes les réserves que l'on a, toutes les réserves de pétrole, de gaz et de charbon, et puis se dire aussi que le déploiement à grande échelle de la technologie de captage et de stockage du carbone, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Parmi les débats sur l'énergie, hein, il y a un débat qui est beaucoup plus franco-français, hein, on le retrouve dans très peu de pays, c'est dire est-ce que la solution c'est le nucléaire? Et donc nous on pense qu'il y a des limites, hein. Donc les limites, la première elle est quantitative. Lorsqu'on regarde au niveau planétaire, le nucléaire c'est que 3% de la consommation finale d'énergie, donc c'est rien, 3% c'est rien. En France c'est 16% de l'énergie. C'est 75% d'électricité, mais l'électricité, c'est qu'une partie de ce qu'on consomme comme énergie, donc c'est 16%. Donc, même, vous voyez, même si on multipliait par 2 hein, l'utilisation du nucléaire pour produire une énergie décarbonée, on ne résoudrait qu'une partie du problème. Donc, déjà, une limite physique. On sait aussi que le nucléaire n'est pas généralisable pour des raisons sociales et politiques. Le nucléaire fonctionne quand il y a un gendarme. S'il n'y a pas de gendarme, il y a des accidents. Hein. S'il y a des accidents à Tchernobyl et Fukushima, c'est parce que les gendarmes n'ont pas joué leur rôle. Et puis, il y a des liens assez forts entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et un certain nombre de pays qui recherchent le nucléaire, c'est aussi pour des raisons militaires. On est aussi à un coût élevé du nouveau nucléaire. Hein. Quand on regarde le nouveau nucléaire, donc l'EPR, le kilowattheure qui sort de l'EPR va être beaucoup plus cher que le kilowattheure éolien ou que le kilowattheure photovoltaïque. Donc ça, c'est un changement profond qui est arrivé depuis 5-6 ans. On est aussi avec des déchets qui sont à gérer sur des milliers d'années. On ne sait pas le faire. On est avec des incertitudes sur le démantèlement. On ne sait pas le faire ou on ne le fait pas concrètement. Et puis, on a des risques majeurs en cas d'accident, avec, en cas d'accident majeur, des conséquences sociopolitiques ingérables. Un Tchernobyl, un certain nombre de personnes pensent que ça a précipité la chute de l'URSS. Fukushima, c'était un désastre économique aussi pour le Japon.
Donc, c'est le premier constat de l'urgence de l'action. Le deuxième, c'est qu'on est dans une transition énergétique qui a démarré. Lorsqu'on regarde l'évolution des émissions de CO2 à travers la planète, on était à 22 millions de tonnes de CO2 dans les années 90. On atteint, on dépasse les 35 gigatonnes de CO2 donc depuis 2015-2016, mais là, on est plutôt sur un plafond. Donc, on voit que la tendance croissante se stabilise. Donc, c'est un constat qui est plutôt positif, mais qui est complètement insuffisant, puisqu'on est une stabilisation, une baisse des consommations d'énergie et donc de CO2. Mais on voit aussi qu'il y a des scénarios 100% renouvelables qui émergent à travers le monde, dont Négawatt. On est aussi avec des acteurs de tout type qui s'engagent dans cette transition énergétique, comme Enercop. Et puis aussi, ce qui est important, c'est qu'ils se désengagent. Et les campagnes de désinvestissement des énergies fossiles gagnent l'Europe, gagnent le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui a un poids très important, parce que c'est donc des considérations financières, mais c'est aussi des considérations d'image, et ça, c'est des changements profonds qui traversent notre monde d'aujourd'hui. Donc la transition énergétique est lancée, mais il faut désormais passer rapidement à une vitesse supérieure. Et on pourrait dire même très rapidement à une vitesse supérieure. Donc quelques éléments d'énergie, pour le resituer par rapport à ce qu'un monde 100% renouvelable est possible. Vous avez sur cette représentation, vous avez un gros cube jaune qui est l'énergie solaire que la Terre reçoit chaque année. Et vous avez le petit cube en bas qui est le total de la consommation annuelle d'énergie. Il y a un rapport de près de 1 à 8000. Donc on reçoit 8000 fois plus d'énergie solaire sur la Terre chaque année que l'on consomme, vous et moi, que consomment vous et moi et les milliards de terriens chaque année. Et donc, si vous voulez retenir un chiffre plus facile, en gros, en 1 heure, la planète reçoit suffisamment d'énergie solaire pour satisfaire les besoins énergétiques de tous les habitants de la planète. Et vous avez les petits cubes du total des ressources énergétiques connues, de l'uranium, du charbon, du gaz et du pétrole. Donc, on a une quantité d'énergie renouvelable qui est très conséquente, et que ce soit l'éolien, que ce soit le solaire, parce que l'éolien, c'est une énergie qui dépend du soleil, puisque c'est des circulations d'air entre différentes masses d'air. Je ne vais pas vous faire peur, je ne vais pas vous faire peur, ce n'est pas le but, mais on peut résumer la consommation, le bilan énergétique d'un pays comme la France à travers ce qu'on appelle le diagramme de Sankey. Donc là, vous avez le diagramme de Sankey, donc la consommation d'énergie en France en 2050. Donc vous avez à gauche la production. Donc il y a des énergies fossiles, il y a du nucléaire, il y a des énergies renouvelables, et puis à droite, vous avez ce que vous et moi, on a besoin de chaleur, de mobilité, et puis de besoins électriques spécifiques. Si on regarde un tout petit peu cet ensemble, dans la nature, on prélève à peu près 3000 TWh de ces différentes énergies dont je viens de vous parler. Et on en utilise au final, on en a besoin au final, on en utilise 1830 TWh. Donc on voit que c'est un système avec pas mal de pertes, même beaucoup de pertes, et une grande partie est due aux centrales thermiques, et en France, les centrales nucléaires, où vous avez les 2/3 de la production qui finit pour réchauffer le fleuve, la mer ou l'atmosphère. Donc ça, c'est la situation maintenant, 2020. Les chiffres n'ont pas beaucoup changé. Et dans le scénario négawatt, on est avec 1000 TWh qui sont prélevés dans la nature, donc 1000 TWh d'énergie renouvelable. Donc si je reviens en arrière, on consomme aujourd'hui 3000 TWh, enfin 2900. Dans la modélisation qu'on a fait, on est à 1000 TWh, donc on n'a besoin que de 3 fois moins, donc j'y reviendrai. Et notre énergie finale, c'est 800 TWh, donc on a un système beaucoup plus efficace, avec moins de pertes d'énergie, et on a toujours des besoins de chaleur qui sont moindres, des besoins de mobilité qui sont moindres, et des besoins d'usage spécifique d'électricité qui sont moindres. Donc je vais vous détailler comment on arrive à ça, mais à retenir, c'est que le scénario négawatt, c'est un scénario qui a été chiffré de manière précise, quantitative, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut avoir une France 100% renouvelable en 2050 ? Et donc, le seul moyen d'y répondre, c'est de mettre des chiffres les uns à côté des autres.
en rappelant bien que ce n'est pas un scénario seulement 100% renouvelable électrique, hein. On est sur toute la panoplie des utilisations de l'énergie. Donc la démarche négawatt, donc, si dans quelque temps vous devez avoir tout oublié, je vous demanderai de retenir qu'une seule chose que vous connaissez sans doute déjà, c'est que la démarche négawatt, c'est un triptyque, c'est la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et les renouvelables. Donc, je vais l'expliquer, mais toujours est-il que la sobriété et l'efficacité, on travaille sur la demande, sur qu'est-ce qu'on consomme, hein. Et ensuite, on est dans la production avec les énergies renouvelables. Donc la sobriété, je vais le développer, mais c'est intimement lié à nos besoins. Quels sont nos besoins? Donc on va les hiérarchiser. Et puis l'efficacité, c'est dire mais quand on a des besoins, mais comment on les satisfait avec des appareils, des engins, des outils efficaces. Donc la sobriété énergétique. Donc la sobriété énergétique, je viens de vous le dire, c'est un autre mot, c'est une autre manière de voir les choses par rapport à la notion de besoin. Donc vous, moi, on a des besoins qui sont vitaux, essentiels, et puis on a des besoins, donc qui sont peut-être un peu moins des besoins, qui sont inacceptables et nuisibles. Donc c'est pas moi ou nous, Négawatt, qui allons dire ce besoin est indispensable, il est accessoire. C'est un travail collectif, c'est un travail à chaque niveau, travail au niveau individuel, au niveau familial, au niveau d'une collectivité, au niveau d'un pays. Et je vais donner quand même quelques exemples pour illustrer le propos. Pardon. Il y a quelques temps, il y avait une publicité à Paris, pour les Parisiens, mais ça peut être pour partout ailleurs, qui disait vous pouvez passer un week-end différent dans chaque capitale européenne. Vous pouvez aller à Venise un week-end, à Athènes un autre, à Séville un autre, à Budapest, à Amsterdam. Donc on voit que ce type de besoin, ce ne sont pas un besoin qui est vital, indispensable. Et surtout, c'est un besoin qui n'est pas généralisable. L'autre exemple, c'est est-ce que tout le monde a besoin d'un tank pour se déplacer? Je ne pense pas, hein. Donc ça fait partie de besoins qu'on peut qualifier ou requalifier. En revanche, on a certainement besoin que l'élève puisse se disposer d'éclairage pour, en particulier, apprendre. Donc, vous voyez, cette réflexion sur les besoins, elle est essentielle. Donc, la première phase de la réflexion sur la sobriété, c'est la réflexion sur les besoins. Alors qu'on est dans un monde aujourd'hui d'ébriété énergétique. Donc, quand on prend ces exemples, on prend toujours des exemples chez les Américains, c'est le plus facile. Et on a cet exemple d'un lieu où des gens vont dépenser de l'énergie pour se remettre en forme, et ils utilisent un escalier mécanique pour y aller. Donc, il y a quelque chose qui cloche dans ça. Il y a plein d'autres exemples qui clochent, mais celui-là, c'est un bel exemple visuel. Donc, les sobriétés, il y a trois sobriétés, ou en tout cas, les scénaristes de Négawatt ont approché trois sobriétés. Donc, la première, c'est la juste dimension. C'est-à-dire que, si j'en prends l'exemple de se déplacer, moi ou cet individu va peser 80 kg, quelque chose comme ça, mais pour se déplacer là, il va utiliser un engin qui va faire 2 tonnes. Et donc l'énergie qui est nécessaire pour déplacer les 85 kg de la personne en question, mais finalement, c'est l'énergie pour 2 tonnes. Donc choisir un véhicule approprié, c'est une première sobriété dimensionnelle, et c'est la même chose, sobriété dimensionnelle pour la surface chauffée, mais j'y reviendrai. Ensuite, il y a la sobriété d'usage. Ce véhicule-là, lorsqu'il va le circuler, à quelle vitesse va-t-il le circuler? Est-ce qu'il va circuler à 80 km/h ou à 130 km/h? Donc là, c'est vraiment la sobriété d'usage, comment je vais utiliser cet appareil, et la même chose pour le chauffage. Et donc, je vais développer un tout petit peu ça dans cette illustration-là, en revenant toujours avec mon américain et puis son tank. Et donc, la consommation d'une automobile, c'est fonction du poids de la vitesse, avec l'énergie qui est donc consommée, ça va être la masse, fonction de la vitesse. Et donc, la sobriété dimensionnelle, c'est le juste dimensionnement, donc le juste véhicule. Et puis, la sobriété d'usage, c'est la bonne utilisation à la bonne vitesse. C'est pour ça que nous, Négawatt, on appuie la limitation de vitesse à 80 km sur les départementales
Et on aurait été content qu'il y ait aussi une limitation de vitesse à 110 km/h sur les autoroutes qui aurait pu être instaurée. Donc ça, c'est des choses que nous, on appuie parce que ça a des effets immédiats sur les consommations d'énergie et aussi sur la sécurité. La consommation d'un logement, c'est exactement pareil, c'est fonction de sa surface, c'est fonction de sa température. Et donc, la sobriété dimensionnelle, ben, c'est la bonne surface à chauffer. Et puis, la sobriété d'usage, ben, c'est la bonne température. En gardant en tête que plus ou moins 1 degré de consigne de chauffage, ben, ça va entraîner 7 à 20% de chauffage en plus par degré, ce qui est considérable. J'insisterai pas sur le fait que normalement, il y a une réglementation qui dit qu'on doit se chauffer à 19 degrés. La réglementation dit 19 degrés. Ce texte ancien n'a jamais été appliqué, mais il existe. Donc, vous voyez la sobriété dimensionnelle, sobriété d'usage, et puis il y a aussi la sobriété coopérative, où quand on utilise en commun des appareils, donc des moyens de transport et de l'habitat, on consomme moins. Et on a l'exemple récent du covoiturage qui s'est développé de manière significative depuis quelques temps, ce qui n'existait pas avant. Donc sur l'efficacité, on a aussi, nous les scénaristes, on travaillé, on réfléchit, et puis après, l'on quantifié. La première efficacité, c'est l'énergie grise. C'est l'énergie qui est nécessaire à la fabrication des engins, des appareils, des véhicules, des habitations. Et donc, parce que imaginons que vous ayez un super logement qui consomme peu d'énergie, mais s'il était fabriqué avec plein d'aluminium, plein d'acier, plein de cuivre, plein de verre, mais il aura demandé plein d'énergie pour sa fabrication, alors que si c'est quelque chose qui est fait, par exemple, en bois ou avec des matériaux isolants d'origine biosourcée, eh bien, on est avec un ensemble qui va consommer peu d'énergie grise. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Le deuxième, c'est l'efficacité à l'utilisation. Donc c'est tout ce qu'on peut connaître dans un logement. Donc on va l'isoler, on va limiter les échanges avec l'environnement. Et donc c'est quelque chose qu'on fait, je dirais que c'est un peu plus évident, cette efficacité à l'utilisation. Le troisième, c'est l'efficacité d'appareillage avec un super outil qui est l'étiquette énergie. L'étiquette énergie, donc c'est ce que vous avez en bas, et donc c'est ce qu'on a sur chaque appareil électroménager. Quand vous et moi, on a la possibilité, quand on souhaite acheter un appareil électroménager ou le renouveler, eh bien, on a cette information-là. Et cette étiquette énergie, c'est un super outil pour plusieurs raisons. Donc, c'est un outil d'information. Donc, je suis consommateur, j'ai l'information pour dire, dans mes critères d'achat, j'ai le critère consommation d'énergie qui m'est donné. Donc, c'est important pour se décider. Et puis, c'est aussi un outil vertueux parce qu'un appareil qui est aujourd'hui en classe A, donc est la catégorie la plus économe, mais dans quelques années, il sera en classe B ou C. Donc, d'année en année, le niveau d'exigence augmente. Et cette illustration, donc c'est une illustration sur la consommation d'eau pour les lave-linges, et la consommation d'énergie et d'eau pour les lave-linges. Et en bleu, vous avez la consommation d'eau. Donc, vous voyez, au niveau européen, entre 2004 et 2014, elle est passée de 11,6, enfin, vous voyez, en milliers de litres, donc en mètres cubes par année, à 10. Donc, une économie sur l'eau parce que les appareils sont plus performants. Et puis aussi une diminution de la consommation d'électricité puisqu'elle est passée de 240. Alors, c'est le contraire de ce que je viens de vous dire. Les 246 étaient en litres, je crois. Non, pardon. Là, je suis bien sur la consommation d'énergie qui est passée de 246 kWh par machine à 185. Donc, vous voyez, l'étiquette énergie, c'est un outil d'information et un outil vertueux. Et puis, la quatrième efficacité, c'est l'efficacité du système productif qui va moins concerner l'individu, c'est au niveau collectif, où lorsqu'on a une unité de production d'électricité, on peut aussi récupérer la chaleur si c'est, par exemple, on peut récupérer la chaleur pour un réseau de chaleur, par exemple. Donc, le scénario négawatt 2017-2050, donc c'est un scénario qui revient tous les lustres. Je ne sais pas si vous savez, mais lustre, c'est 5 ans, donc ça revient tous les 5 ans, ça revient au moment de l'élection présidentielle. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur un scénario actuellement qui sortira
en septembre 2021 pour être mis au débat pour l'élection présidentielle de 2022. Donc, à travers l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure, on est avec un scénario qui s'appuie sur une politique volontariste de sobriété et d'efficacité énergétique pour réduire des 2/3 la demande d'énergie primaire. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On consomme aujourd'hui environ 3000 TWh, nous, en France, et nous, tous les Français. Et puis, dans le scénario négawatt, on n'en consomme que 1000. Donc, on est avec une part de quasiment 100% d'énergie renouvelable. On divise par 2 nos émissions de CO2 en 2030 et par plus de 10 en 2050. Et puis, on a un arrêt de la production nucléaire en 2035, puisqu'on est sur le chemin du 100% renouvelable en 2050, avec l'arrêt de la production nucléaire en 2035, et puis l'arrêt de l'utilisation des énergies fossiles en 2050. Donc, je vais décliner tout ça dans différents domaines. Alors, comme je suis limité en temps, je ne vais pas parler de tout, mais j'ai quand même du temps de faire des approfondissements sur plusieurs sujets. Donc, le premier sujet, c'est le bâtiment. Je vous parlerai ensuite de transport. Je ne vous parlerai pas d'industrie de matériaux parce que je n'ai pas le temps, mais c'est les mêmes principes. Et je vous parlerai un petit peu d'agriculture et d'alimentation. Donc, le bâtiment. Le bâtiment, au sens général du terme, le résidentiel et le tertiaire, c'est 45% de la consommation finale d'énergie. Ce qui veut dire que si un gouvernement dit « je fais une politique de lutte contre le changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre », par définition, il doit agir sur la consommation liée au bâtiment. En France, nous avons 30 millions de logements et il s'en détruit 30 000 chaque année. Donc, si on attendait le renouvellement naturel du parc de logements pour avoir une rénovation des bâtiments, ça prendrait donc un millénaire. D'où l'idée d'accélérer terriblement ce rythme-là. Par ailleurs, il y a 300 000 logements neufs qui se font chaque année et qui, eux, respectent des réglementations qui sont plus ou moins favorables, mais qui sont quand même dans une tendance de moindre consommation que les passoires énergétiques qui pouvaient se faire auparavant. Donc, les messages de nous, donc le message de l'association Négawatt, c'est de dire on doit à un tel gouvernement qui voudrait vraiment mettre en œuvre une politique énergétique pour une transition énergétique renouvelable, c'est un grand programme de rénovation performante. Donc les mots-clés, c'est rénovation globale et c'est rénovation performante. Et donc en termes de chiffres, c'est de diviser par 4 la consommation de chauffage. Donc aujourd'hui, mais je vais détailler tout à l'heure, mais c'est diviser par 4 la consommation de chauffage. Je vous ai dit tout de suite, c'est une rénovation globale, donc ce n'est pas une rénovation par étape. Quand on fait une rénovation par étape, on fait la première étape et on ne fait pas la deuxième. Donc c'est hyper important, quand on se lance dans une rénovation, c'est de tout faire, parce que sinon on tue le gisement. On fait la première moitié qui est la plus facile, et on ne fait pas la deuxième moitié parce qu'elle n'est pas plus facile. Et pour être un peu plus concret, parce que tout ce que je vous dis, c'est des retours d'expérience, c'est ce que l'on voit, nous, sur le terrain. Imaginons, vous rénovez un bâtiment, vous dire « Ah, ma chaudière, il faut que je la change ». Vous achetez une chaudière performante, et puis quelques temps plus tard, vous rénovez le bâtiment, vous faites l'isolation thermique par l'extérieur, par exemple, cette chaudière, elle va être surdimensionnée quand vous aurez fini cette isolation thermique par l'extérieur. Donc, quelque part, vous aurez surinvesti un moment pour quelque chose qui ne va pas se révéler nécessaire quelques années plus tard. D'où cette notion de rénovation globale et performante. Et on est sur la mise en œuvre de solutions techniques simples. On n'a pas besoin, pour chaque rénovation, de faire appel à un bureau d'études techniques pour dire il faut combien de millimètres de ceci, combien de centimètres de cela, ou combien de ceci, combien de cela. Si moi, je prends un exemple personnel, dans les bureaux dans lesquels je vous parle, j'ai fait une rénovation performante et il n'y a eu aucun calcul avant qui a été fait. J'ai travaillé avec des bureaux d'études qui ont dit ce qui se fait, c'est tant d'isolation par l'extérieur, c'est tel type de fenêtre performante, c'est tel type d'étanchéité à l'air, c'est tel type de renforcement d'isolation en toiture. On a fait tout ça et donc
Et donc, on a le résultat qui est un équilibre. Mais il n'y a pas eu un calcul en disant d'optimisation avant ou en disant il faut faire plus d'efforts sur ceci ou cela. Et donc, le grand programme sur lequel on appuie, c'est de rendre, donc c'est un gros mot, hein, c'est de rendre la rénovation obligatoire avec un accompagnement technique et financier. Il y a bien aujourd'hui des rénovations qui sont, enfin, des actions obligatoires lorsqu'on achète un logement. On doit faire une compatibilité avec l'amiante, enfin, on doit traiter l'amiante, on doit regarder le plomb, on doit regarder l'électricité, il y a un certain nombre de choses comme ça. Ben, nous, on dit pourquoi il n'y aurait pas cette rénovation obligatoire? Et ce sont ces personnes-là qui font une rénovation performante et globale qui sont aidées, et pas la première action venue qui bénéficie d'aide parce que justement elle participe à tuer le gisement. Sans entrer dans le détail, mais je vais donner quand même des indications avec des chiffres pour montrer un peu plus ce dont je parle. Là, vous avez un logement, un bâtiment existant. Un bâtiment existant, il va consommer environ 400 kWh d'énergie par mètre carré. C'est les chiffres qu'on peut avoir. Et la moitié, c'est le chauffage. Il y a un peu d'eau chaude, il y a un peu d'électricité spécifique, et puis il y a pas mal d'énergie grise, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui donc était l'énergie nécessaire à sa fabrication en particulier. Et donc la rénovation négawatt, c'est de diviser par 4 donc, le besoin de chauffage. On ne va pas nécessairement toucher aux besoins d'eau chaude, on ne va pas nécessairement toucher beaucoup à l'électricité spécifique, et on ne va pas toucher beaucoup à l'énergie grise, puisque le bâtiment existe déjà. Et donc, la rénovation négawatt, vous voyez, on passe de 380 à 200, donc c'est un beau chemin, mais ce n'est pas suffisant. Et si je vais directement à l'étape ultime, qui est le bâtiment neuf objectif négawatt 2050, c'est un bâtiment qui consomme très peu pour son chauffage, il consomme aussi peu pour son eau chaude, parce que c'était conçu pour. L'électricité spécifique qu'il consomme est limitée, l'énergie grise aussi, puisque c'est un bâtiment qui va être avec moins de béton, moins de verre, moins d'aluminium. Et puis, ce bâtiment va avoir, par exemple, une toiture photovoltaïque qui fait que sur l'année, vous allez avoir une production d'électricité. Et donc, vous avez une maison qui va être énergie positive puisqu'elle va consommer sur l'année moins qu'elle ne produit. Donc, c'est ça, vous voyez, les différences entre un bâtiment aujourd'hui et puis le bâtiment idéal 2050. Donc, je poursuis en disant qu'on a fait le même travail, un travail similaire d'analyse sur les consommations d'électricité, en regardant les appareils électroménagers, de lavage, de froid, d'éclairage. Et même nous, qui sommes donc où on va loin dans les économies, on n'arrive pas à diviser par plus de 2 les consommations d'électricité. Là, le secteur résidentiel consomme aujourd'hui plus de 70 TWh. Nous, avec l'approche que l'on a, on en consomme 35. Donc, on est toujours un peu trop. Si je poursuis avec un exemple concret, l'exemple concret, c'est qui a été fait par un nombre de mégawatts, c'est lorsqu'on se lance dans des projets tels que ceux-là, c'est de mesurer. C'est de mesurer les consommations. Et dans ce bâtiment, qui est donc l'hôtel de région ou l'hôtel du département de Bas-Rhin, on va montrer que pour réduire les consommations d'électricité spécifiques, parce que ce bâtiment, finalement, consommait plus d'électricité la nuit et le week-end que le jour où les gens étaient supposés travailler. Donc, ça veut dire qu'il y avait des ordinateurs qui travaillaient tout seuls le soir, il y avait l'éclairage qui fonctionnait et autre chose. Donc, les actions, elles sont très simples. C'est de mettre des détecteurs de présence pour l'éclairage, de mettre un éclairage performant. Sur l'informatique, c'est d'arrêter les appareils inutilement allumés, c'est de remplacer progressivement le parc de l'informatique par des appareils plus performants, et on aboutit à des économies conséquentes. Et donc, avec des temps de retour d'investissement faibles et puis des résultats très importants. Donc, même aujourd'hui, en France, on est avec du gaspillage d'électricité. Et tout le scénario est présenté avec des courbes telles que celle-là, donc qui indiquent la consommation d'énergie dans le bâtiment aujourd'hui, donc on était à plus de 800. Si on laisse les choses se faire, on a cette consommation-là. On y apporte la sobriété,
on y apporte l'efficacité et le scénario montre que en 2050, on consomme en gros 2 fois moins d'énergie qu'on consomme actuellement pour ce secteur-là. Si je parle maintenant de transport, donc je vous ai dit tout à l'heure que le bâtiment, c'est le secteur qui consommait le plus d'énergie. Le secteur du transport, c'est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier parce que c'est très dépendant du pétrole. Donc, on utilise l'énergie qui émet beaucoup de CO2. On est avec un aménagement du territoire qui favorise la voiture. On a un effondrement du fret ferroviaire et une explosion du trafic aérien. Donc, c'est vraiment un secteur affreux pour la transition énergétique. Si je reviens au transport qui peut vous concerner, vous et moi, on voit la différence entre les émissions de CO2 d'une voiture et d'un avion. Donc, on est toujours dans à peu près, vous voyez, 260 grammes de CO2 par kilomètre, 300 grammes de CO2 par kilomètre, tandis que lorsqu'on est dans même un train à grande vitesse ou dans le métro, on est à 4 grammes ou 6 grammes. Donc, des moyens de transport fondamentalement différents, très différents, en matière d'émissions de CO2 par passager kilomètre. Et la transition énergétique, en matière de transport, elle se fait dans plein d'endroits. On a l'exemple de Fribourg, en Allemagne, où sur cette photo, qui a été prise il y a de nombreuses années, donc on est à la Traîne en France, vous avez un pont cyclable, vous avez une voie piétonne, vous avez un garage à vélo, vous avez un tram, vous avez en gros pas de voiture. Et à Fribourg, en 25 ans, ils ont réussi à faire passer la part de déplacement en voiture de 60% à 37%, en offrant des alternatives à la voiture. Et donc, nous, au niveau du scénario négawatt, on est dans ces mêmes quantités en disant on essaye de le faire au niveau national. Donc, ça fonctionne. On voit aussi que la crise du Covid, par exemple, elle a boosté les déplacements en vélo en ville. On a aussi la révolution des vélos électriques. Donc, on a des transformations qui sont des transformations sociétales qui sont rapides en certains cas. Donc, à retenir, c'est que nous, on est dans les hypothèses que l'on prend sans entrer dans les détails, mais on est avec une diminution du trafic aérien, de l'utilisation de l'aérien. Donc, parce que l'aérien, c'est quelque chose qui est extrêmement peu compatible avec la transition énergétique. On est aussi avec moins de distance parcourue, donc par vous et par moi en 2050. On regarde aussi le taux de remplissage des voitures. Ça a plein de conséquences sur la consommation d'énergie. On fait de la baisse de la vitesse maximale sur route et autoroute. Et puis, on a une incitation au transport en commun, en vélo et marche à pied. Je voudrais surtout insister sur le fait que dans le scénario négawatt, on est avec du gaz renouvelable qui est le carburant essentiel des véhicules hors agglomération. C'est un point fort. On parle de véhicules électriques, mais c'est des véhicules électriques pour le milieu urbain, occasionnellement au milieu périurbain et rural, mais nous, on est dans une transition énergétique avec beaucoup de gaz renouvelable. J'y reviendrai un tout petit peu. Donc, j'accélère pour entrer dans les temps. Je suis conscient que je suis un tout petit peu. Donc, je vous ai parlé de la demande. Maintenant, je vais vous parler de la production, mais sans entrer dans tous les détails. J'ai envie de parler un peu de biomasse, un peu d'énergie renouvelable électrique. Je ne vais pas vous parler de nucléaire, puis parler de vecteurs équilibre de réseau qui correspond à des questions qui ont été posées. Et après ça, j'ai quasiment terminé. Donc, les énergies renouvelables, c'est un mix d'énergie. Vous avez la biomasse qui a le gros avantage d'être stockée. Ça peut être stocké sous forme de gaz, ça peut être stocké sous forme de bois ou stocké sous forme de granulés. Donc, comme j'ai besoin d'expliquer un tout petit peu comment on a travaillé dans le scénario négawatt, on a des chiffres. Et là, vous avez dans ce tableau-là l'illustration de notre réflexion. Chaque année, en France, vous avez aujourd'hui la biomasse forestière qui croît de 132 millions de mètres cubes, naturellement, c'est la croissance. Et le taux de prélèvement, donc ce qu'on prélève pour le chauffage, en particulier, c'est 46%. Donc, on prélève 58 millions de mètres cubes pour les besoins énergétiques. Dans le scénario négawatt, la croissance
donc, annuel donc, de la biomasse existante en 2050, c'est 140. Donc, on table sur le fait qu'il y aura un impact du changement climatique sur la croissance donc des arbres, mais on a un taux de prélèvement plus important parce que, vous voyez sur cette illustration-là, ben, on va prélever d'autres choses sur l'arbre et grâce à ça, ben, on a une ressource en biomasse qui est plus importante malgré un taux d'accroissement annuel qui n'est pas nécessairement plus important. Donc, le scénario négawatt, en matière de biomasse, ce sont plein de ressources. C'est la bois de forêt, le bois hors forêt, les produits connexes, les dérivés du bois, la riziculture, les déjections d'élevage, les biodéchets, les cultures intermédiaires, etc. etc. Donc, on est avec des ressources variées. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que GRT Gaz et puis l'ADEME ont fait une étude sur est-ce que c'est possible de faire une France 100% gaz renouvelable en 2050, et ils montrent que oui, avec donc une autre approche que nous, mais des conclusions semblables. Sur la production d'électricité, donc je parlerai rapidement d'énergie renouvelable électrique, éolien et solaire. Donc le vent, il y a des éoliennes sur Terre, il y a des éoliennes en mer, il y a des éoliennes en mer qui sont posées au fond de la mer. Donc en France, on est un terme qu'on emploie, c'est on est de l'Eurovision de l'éolien offshore. Tous les pays d'Europe ont des éoliennes, sauf nous. On est les derniers, des derniers, des derniers. Alors, depuis longtemps, on parle, il y a des projets qui ont commencé, en particulier à l'Arc de Saint-Nazaire, mais on est ridicule en termes de puissance éolienne offshore installée. Il y a aussi des projets avancés d'éolien flottant en mer qui permet d'aller dans des fonds qui sont plus profonds, en particulier en Méditerranée. Donc, ils sont selon ces technologies-là. Donc, dans le scénario négawatt, on a de l'éolien terrestre, que nous on appelle ancienne génération, de l'éolien terrestre nouvelle génération, qui sont plus des surtoilés. Il y a de l'éolien offshore planté et de l'éolien offshore flottant. S'il y a quelque chose à retenir dans les évolutions récentes en matière de production d'électricité d'origine éolienne et autres, c'est le côté économique, qui n'était pas attendu par les experts travaillant sur la filière éolienne, la même chose sur la filière photovoltaïque. Si vous avez déjà entendu parler du projet EPR au Royaume-Uni, et donc il y a eu un accord entre le gouvernement britannique et puis EDF, et donc le tarif d'achat de cette électricité, c'est d'environ un peu plus de 90 livres le mégawattheure. Et aujourd'hui, il y a des appels d'offres sur l'éolien en mer, mais qui sortent à la moitié. Donc l'éolien offshore, aujourd'hui, quand on compare les mêmes, parce que si vous demandez à EDF de faire l'éolien offshore en France, c'est aussi la moitié. Donc l'éolien offshore, c'est la moitié du prix du mégawattheure nucléaire. Et ça, c'est une révolution très forte qu'on a vue aussi sur le photovoltaïque. Donc sur le photovoltaïque, il y a du photovoltaïque en toiture, il y a du photovoltaïque au sol, et là aussi, il y a une révolution, vous voyez, qui est arrivée vers 2007-2008, avec des machines, avec des modules de plus en plus performants, donc ils sont fabriqués en grande série, donc ils sont moins chers, ils ont un temps de retour énergétique beaucoup plus important, et ils émettent de facto moins de grammes de CO2 par kilowattheure. Et là, c'est aussi un changement radical, et quelque part, vous voyez, si vous avez en tête les chiffres que je viens de vous dire, si je les transforme en euros, le nouveau nucléaire, c'est 100 € le mégawattheure. Le nouvel éolien, ça peut être 50 € le mégawattheure. Et puis, vous avez le nouveau photovoltaïque qui arrive dans certains pays, qui est à moins de 20 € le mégawattheure. Donc, il y a des différences de prix de fabrication de revient qui sont considérables. Et donc, dans le scénario négawatt, on a des surfaces un peu partout, sur des grandes toitures, sur du diffus, sur des centrales au sol. Et je pourrais revenir sur des chiffres. Donc, on est en 2050, dans le scénario négawatt,
avec moins de 20 000 éoliennes. Hein. Aujourd'hui, il y en a 7 ou 8 000. Hein. On est avec un doublement des éoliennes. Ce sont des très grandes éoliennes, mais on n'en a pas tant que ça. Il y a aujourd'hui 30 000 éoliennes terrestres en Allemagne. Nous, en 2050, il y a moins de 20 000 éoliennes en France. En revanche, on va multiplier par plus de 20 les surfaces en photovoltaïque qui existent actuellement, mais il y a de la surface, il y a de la place sur les toits et autres. Et donc, la première source d'énergie dans le réseau, dans le scénario négawatt, c'est la biomasse. À égalité ou presque, c'est l'éolien. Vous avez aussi du biogaz, du photovoltaïque, de l'hydraulique, du solaire thermique, de la géothermie, etc. Donc, vous voyez, on est avec un mix qui permet donc d'avoir ce scénario 100% renouvelable 2050 parce que ces énergies sont complémentaires. Et là, je vais un peu conclure sa production d'énergie avec la notion donc d'interconnexion entre les réseaux. Aujourd'hui, vous avez des réseaux de chaleur, vous avez des réseaux d'électricité, et vous avez qui sont aujourd'hui qui sont pas connectés entre eux, et nous, on propose de les connecter. Je vais vous dire comment. Dans le scénario négawatt, on a beaucoup d'éolien, beaucoup de photovoltaïque. Donc, grosso modo, on n'a pas de problème de panne de vent, de panne de soleil. Hein, je pourrais expliquer un petit peu plus. Par contre, on a des surplus de production à des moments où il y a plein de vent, où il y a des moments où il y a plein de soleil. Et donc, ces surplus de production servent à produire de l'hydrogène H2. On mélange, entre guillemets, cet hydrogène avec du CO2, hein, qui est issu en particulier d'épuration de biogaz ou de sources industrielles. On le mélange dans ce qu'on appelle la réaction de Sabatier, qui est un procédé de méthanation. Je ne parle pas de méthanisation, de méthanation. Et donc, on produit du CH4, donc, qui est du gaz et qui est la même composition que le gaz naturel, hein, naturel entre guillemets. Et donc, ce gaz, il peut être brûlé pour du chauffage, mais il peut aussi être injecté sur le réseau de gaz. Et c'est ce réseau de gaz qui va de facto servir de stockage. Et donc, ce système-là, qu'on appelle de Power to Gas, de PTG, c'est la clé de voûte du scénario négawatt, puisque on a des surplus d'électricité, hein, produits par les énergies renouvelables, et on le valorise en gaz renouvelable. Donc, je pourrais y revenir, mais c'est quelque chose où on a de telles installations. C'est quelque chose qui n'est pas au stade laboratoire, c'est au stade industriel ou pré-industriel, et il n'y a pas de problème de faisabilité. Ce problème, c'est pas éventuellement un problème de coût, mais là, on est dans quelque chose qui se développe de manière très conséquente. Donc, je conclus avec 2 ou 3 idées. La première, c'est les impacts économiques. À retenir, c'est que là, cette illustration, elle montre le nombre d'équivalents temps plein par million d'euros dépensés. Quand on investit 1 million d'euros dans le raffinage, on va produire un équivalent temps plein. Tandis que quand on injecte 1 million d'euros dans le transport urbain par voyageur, on va créer 16 ou 17 emplois. Et toutes les lignes qui sont vertes, ce sont des activités qui sont impactées positivement par le scénario négawatt, et toutes celles qui sont en rouge sont des activités qui sont impactées négativement. Et donc, on voit que ce sont les activités qui sont impactées positivement, c'est plutôt des activités créatrices d'emplois. Donc, rien que le fait de transférer les investissements qui se font aujourd'hui dans des filières qui sont faiblement créatrices d'emplois dans les filières de transition énergétique, on crée naturellement des emplois. Et donc, on a ces illustrations-là qui montrent que cette transition énergétique, donc il y a des filières qui perdent des emplois, hein. Il y aura moins d'emplois dans le nucléaire, il y aura moins d'emplois dans l'automobile, mais il y aura plus d'emplois dans la rénovation des bâtiments, il y aura plus d'emplois dans les énergies renouvelables. Donc, le scénario négawatt, c'est rendre possible ce qui est souhaitable. Nous, on a montré que c'était faisable quantitativement, et donc c'est une action de tout le monde, hein, c'est une action des citoyens, c'est une action des collectivités, c'est une action des entreprises, c'est une action de l'État et de l'Europe,
C'est à chaque niveau. D'un côté, il ne faut pas tout attendre de là-haut, hein, et on le voit avec tout ce qui peut se faire avec les territoires énergie positive, avec des actions citoyennes, tout ce qui peut se faire à d'autres niveaux qu'à Paris ou à Bruxelles. Il y a aussi, donc là c'est une expression qui est pas, comment dire, qui est plus moi qui vais employer ce terme-là, mais il y a aussi la négawattitude. Donc c'est chacun en disant mais comment moi je peux mettre en œuvre à mon niveau la démarche négawatt. Et donc je cite des marques. Hein, et donc c'est une diapositive que je présente tout le temps. Hein, donc il y a une ENERCOP qui est, mais ça n'a pas été fait exprès pour présentement, mais c'est les Blablacar, c'est ENERCOP, c'est la famille énergie positive, c'est les espaces info-énergie, c'est les vélos, c'est l'éventail plutôt que le ventilateur, c'est les transports en train, c'est les étiquettes énergie. Donc, j'ai terminé avec ma dernière diapo, hein, je suis quand même dans les temps, en disant que vous pouvez en savoir plus sur le scénario négawatt avec un site qui s'appelle www.negawatt.org. Il y a des graphiques dynamiques, hein, tout ce que je vous ai présenté très succinctement. Vous avez des graphiques beaucoup plus précis, détaillés. Il y a les ouvrages dont je vous parlais. Et puis, on a aussi un site qui s'appelle décrypterlenergie.org avec des articles de fond. Et comme souvent dans les débats sur l'énergie, on est quand même sur des débats sur des thèmes bien précis. Ah oui, est-ce que les énergies renouvelables consomment des terres rares? Qu'est-ce que c'est la transition énergétique en Allemagne? Ces articles-là sont intéressants dans ce sens-là. Je vous en remercie. Donc, je vous ai raconté ce que je voulais vous raconter dans le temps imparti. On m'avait fait passer quelques questions. J'ai répondu rapidement ou pas. Là, je vous laisse la parole, hein, Emmanuel. Oui. Et puis, il y aura la dernière demi-heure pour des questions. C'est ça, tout à fait. Pour toutes les questions qu'ont pu susciter votre présentation, on aura une partie d'échange d'ici 10 minutes à peu près, le temps que je vous parle un petit peu d'ENERCOP. Du coup, Paul, je veux bien que tu arrêtes de partager ton écran. Et comme ça, je pourrais vous partager la petite présentation d'ENERCOP. En attendant, j'ai oublié de préciser que ce webinaire est enregistré. Donc, si vous avez loupé un petit peu le début, vous pourrez retrouver donc ce webinaire qui sera disponible sur le compte YouTube d'ENERCOP Bretagne et le lien sera sur le site internet. Voilà, je tiens à le préciser. Hop. Et donc, est-ce que tu parlais, Paul? C'est bon pour récupérer ou? Oui, impeccable. Je vais pouvoir partager. Merci beaucoup. Donc là, je vais présenter la partie d'ENERCOP et après, on va repasser à la partie d'échange. Hop. Voilà. Donc, pour vous parler d'ENERCOP, je vais vous présenter en quelques mots comment est né ENERCOP et vous donner également quelques chiffres. Alors, tout d'abord, ENERCOP en fait est né au moment de l'ouverture du marché dans un contexte environnemental avec le réchauffement climatique, la pollution liée aux énergies fossiles, les risques nucléaires et un contexte social avec une forte hausse des prix, une revendication des citoyens à être plus impliqués dans les sujets de société. C'est dans ce contexte-là que plusieurs acteurs, dont Greenpeace, les Amis de la Terre, la NEF, ont voulu créer donc un acteur qui permettrait donc la réappropriation de l'énergie, avec une vision partagée qui était d'assurer à tous l'accès aux énergies renouvelables à un prix si possible abordable. Donc en passant des contrats directs avec des producteurs 100% énergie renouvelable, et sous format de SIC, donc de coopérative, de société coopérative d'intérêt collectif, ancrée au niveau local. Et donc c'est comme ça qu'en 2005 est né le projet ENERCOP. Ensuite, quelques chiffres. Donc vous avez à gauche les chiffres d'ENERCOP réseau et à droite les chiffres d'ENERCOP Bretagne.
Donc, à gauche, vous pouvez voir qu'au niveau national, nous sommes rendus à peu près 99 000 clients, dont 54 000 sociétaires. À droite, en Bretagne, nous approchons bientôt les 10 000 clients et nous avons un peu plus de 3 800 sociétaires et nous sommes une équipe de 8 salariés à Enercop Bretagne, dont je fais partie, avec mes deux collègues Johanna et Elisa qui récupèrent vos questions actuellement. Au niveau du mix énergétique, au niveau de nos producteurs, aujourd'hui, en 2020, l'éolien représentait 50% de notre mix énergétique. L'hydroélectricité représente à peu près 45%. Nous avons 5% en panneaux photovoltaïques et 0,5% en biomasse. Ce qui est important de noter dans nos producteurs, c'est qu'il y a à peu près 24% de projets citoyens sur l'ensemble de nos producteurs aujourd'hui. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Donc, je vais développer en 3 points ce qui fait notre différence aujourd'hui, parce qu'il y a actuellement beaucoup de fournisseurs d'électricité. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce qui fait notre différence. Donc, la première différence, c'est qu'on a une électricité vraiment verte, produite en France et en circuit court. Le deuxième point, c'est qu'Enercop se veut être un moteur de la transition énergétique et citoyenne. Et le troisième point, nous sommes un modèle coopératif dans l'économie sociale et solidaire. Donc, pour développer le premier point, Enercop vraiment vert et en circuit court, vous pouvez voir donc un petit schéma qui représente en fait notre relation avec nos producteurs. Donc, nous sommes en contrat direct, sans intermédiaire, donc avec une démarche qui se veut équitable vis-à-vis de nos producteurs, avec un tarif stable et des contrats durables. On se dit également en circuit court, puisque nous avons un ancrage territorial assez fort avec un réseau de 11 coopératives partout en France, afin de développer les énergies renouvelables au niveau local et être au plus près en fait de nos producteurs et bien sûr de nos consommateurs et au plus près des enjeux locaux. Ensuite, on se dit vraiment vert. Alors là, c'est un peu plus complexe parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'électricité verte en France, il y a différentes offres vertes. Donc, vous pouvez voir à droite, un fournisseur aujourd'hui d'électricité peut d'un côté acheter de l'énergie sur le marché et de l'autre côté acheter des garanties d'origine sur un autre marché. En fait, les garanties d'origine, en gros, c'est l'étiquette bio de l'électron. Le problème de ce système, c'est que cela ne permet pas de soutenir l'essor des énergies renouvelables. Et pour aller plus loin, si on parle des fournisseurs français, les fournisseurs d'électricité français peuvent également avoir recours à l'Arenh, l'accès réglementé à l'électricité nucléaire historique, qui oblige EDF à revendre une partie de son énergie à des fournisseurs alternatifs à un prix fixé par les pouvoirs publics. Donc, un fournisseur qui adhère à ce mécanisme peut acheter du nucléaire, acheter des garanties d'origine sur un autre marché et proposer une offre dite verte. Alors que Enercop, comme vous pouvez le voir à gauche, Enercop achète à un même producteur son énergie et les garanties d'origine qui vont avec, à un prix souvent supérieur au marché pour permettre justement l'essor des énergies renouvelables et la transition énergétique. Donc bien sûr, Enercop refuse de recourir à l'Arenh. Nous n'avons pas accès à ce mécanisme où on pourrait aller chercher du nucléaire. On n'a pas du tout, on ne fait pas partie des contrats qui vont sur l'Arenh. En plus, pour aller un petit peu plus loin, au niveau de notre charte d'approvisionnement, qui est d'ailleurs très exigeante, qui a été expertisée et complétée par des associations de protection de l'environnement, on vérifie en fait à chaque fois que notre producteur répond à un certain nombre de critères. On vérifie que derrière chaque projet de production,
que les acteurs qui sont derrière ce projet sont bien compatibles avec le projet Enercop, qui sont bien en accord avec nos valeurs. Donc voilà, on va un peu plus loin avec cette charte approvisionnement. En tout cas, si c'est pas très clair, n'hésitez pas à poser des questions et on pourra revenir un petit peu plus tard. La deuxième différence, c'est qu'Enercop se veut être un moteur de la transition énergétique et citoyenne. Donc, pour cela, on agit sur trois points à travers 3 actions. Tout d'abord, faire en sorte que nos clients consomment tout en sobriété. Enercop agit et lutte contre la précarité énergétique via énergie solidaire et on investit aussi dans des nouveaux moyens de production avec énergie partagée. Donc, comme il est dit dans le scénario Négawatt et comme a présenté Paul No, il est important de développer les énergies renouvelables. C'est pourquoi Enercop s'engage avec énergie partagée pour faire émerger des projets citoyens de production d'énergie renouvelable. Et donc, Enercop accompagne des porteurs de projets de production citoyens. On leur propose également un tarif de soutien pour ces projets. Et donc aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a à peu près 24% de nos producteurs qui sont des projets citoyens. Et en plus, d'ici 2030, Enercop aimerait produire à peu près 25% de l'électricité qu'on commercialise. Donc ça, c'est dans nos projets. En parlant de projets citoyens, je vais vous montrer un exemple, le projet Begawatt. Donc Begawatt est le premier parc éolien citoyen de France cofinancé par Énergie Partagée et accompagné par Enercop. Il se situe donc à Bégane, dans le Morbihan. Il est sorti de terre en 2014 et est constitué de 4 éoliennes qui produisent à peu près 17 600 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation de 6 000 habitants hors chauffage électrique. Et donc, depuis janvier 2020, ce parc revend son électricité à Enercop. Et donc, ce parc représente à peu près 3% de l'approvisionnement d'Enercop. Ensuite, la deuxième action, c'est que Enercop s'engage à promouvoir les économies d'énergie. Comme il est dit un peu plus tôt, et Paul fait référence à la sobriété d'usage. Donc, Enercop va essayer d'agir sur ce niveau-là. Donc, en proposant déjà via les CEE, donc les certificats d'économie d'énergie. Donc, Enercop s'engage avec PassRénov pour verser une prime si vous faites des travaux de rénovation énergétique. Ensuite, on propose à nos clients des formations Dr Watt qui visent à réduire la consommation d'électricité. On a également mis à disposition de nos clients sur notre site internet un wiki des énergies et on peut proposer quelques prestations personnalisées à nos clients professionnels pour réduire la facture et donc réduire les consommations d'électricité. Et le dernier point, la dernière action, c'est en fait d'agir avec énergie solidaire pour une transition énergétique, sociale et solidaire. Donc, comme vous avez pu le voir dans le scénario Négawatt, je crois que Paul en a parlé, il y a à peu près 10%, enfin même plus de 10% des ménages qui sont concernés aujourd'hui par la précarité énergétique. Donc, nous souhaitons sensibiliser nos clients à la lutte contre la précarité énergétique et nous proposons donc de faire soit des micro-dons sur facture, soit on propose à nos producteurs de faire du don d'énergie. Et donc ensuite, Énergie Solidaire va reverser ces dons à des associations. La dernière différence pour Enercop, la différence entre Enercop et les autres fournisseurs, ça va être notre modèle. En effet, Enercop est le seul fournisseur en format coopératif dans l'économie sociale et solidaire, avec donc un modèle qui se veut démocratique, transparent et une lucrativité limitée.
Donc, nous avons des sources de financement éthiques et solidaires et nous sommes reconnus par l'État avec l'agrément ESUS qui dit qu'on est en fait une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, pour conclure, Enercoop, en quelques mots, c'est une coopérative verte, locale, citoyenne et en faveur de la transition énergétique, puisqu'on se base sur le scénario négawatt depuis le début du projet d'Enercoop. Donc, oui, voilà à peu près, hein, je crois que c'est tout. Oui, j'arrive donc à la fin de ma présentation également. J'espère que je n'ai rien oublié. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Je vais arrêter mon partage, comme ça on va pouvoir nous voir tous les deux. Hop. Voilà. Bon, on voit également mes deux collègues qui sont en back-office. Alors, si je reprends les questions. Alors, on en a quelques-unes. Alors, je vais prendre par rapport à ta présentation, Paul. La première question, c'était par rapport au nucléaire. Est-ce que tu peux revenir un peu plus précisément sur les limites du nucléaire? Quelles sont les limites du nucléaire? D'accord. Oui. Donc, nous, on dit qu'il y a des limites physiques, hein, donc d'intégration sur les autres. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt insisté sur les limites politiques, hein, puisque j'ai dit qu'il y avait des limites qui étaient liées au fait d'avoir des gendarmes. Hein. Si un pays n'a pas de gendarmes, le nucléaire il fonctionne sans sécurité. Puis on a aussi des limites physiques. Hein. Je veux dire, ce sont des grosses unités de production, donc vous n'allez pas en implanter dans plein de pays, hein, parce qu'il n'y a pas toujours des gros. Et puis on le voit aussi, c'est que, donc j'en ai moins parlé, parce que, hein, mais il y a aussi des inconvénients liés à la consommation d'eau ou aux besoins d'eau des centrales nucléaires. Et donc certaines personnes se sont dit, mais par exemple, s'il y a un programme de développement des EPR, où est-ce qu'on pourrait les mettre? Et cette personne a montré, hein, que sur les fleuves français, la plupart, par exemple la Garonne, elle ne serait pas propice à implanter des EPR étant donné l'évolution du climat. La Loire, je ne sais pas, la Seine, pas sûr non plus. Et donc, au final, c'est plutôt des implantations en bord de mer avec d'autres conséquences. Donc, on voit qu'il y a des limites physiques qui sont liées donc au changement climatique. Il y a des limites physiques qui sont donc liées au réseau électrique. Il y a des limites donc politiques, hein, parce que je dis il faut un gendarme. Et ça, c'est vraiment des contraintes très fortes. Et puis surtout, je dirais que même aujourd'hui, enfin, c'est le côté économique qui fait que cette bataille-là a été perdue. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le même production d'électricité. Hein. La production éolienne ou la production photovoltaïque est variable et prévisible, donc ça c'est quand même important, tandis que la production nucléaire ou d'autres sont pilotables, donc c'est des choses qu'on va nous reprocher, on va dire, nous la production éolienne et photovoltaïque, on nous dit à l'intermittent, donc c'est pas intermittent, c'est variable et prévisible, et puis surtout, dire qu'on dit pilotable, je veux bien, mais si on est sur une approche basique, en disant, oui, l'EPR, on l'attend depuis 12 ans, donc c'est pas une production qui est non plus totalement pilotable, parce qu'on l'attend et elle n'arrive pas. Et puis, il y a des pannes, etc. Quoi. Donc, c'est ça les limites physiques que je pourrais dire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à la question, mais c'est ce que je peux dire et un petit peu insister à l'instant. D'accord. Je vais rester sur le nucléaire. On a une autre question de Henri qui demande comment peut-on lutter collectivement contre le plan nucléaire français, le nouvel EPR, en sachant que dans le scénario négawatt, vous n'êtes pas contre le nucléaire finalement. Donc, de toute façon, un des problèmes en France donc, de toutes ces questions énergétiques, c'est que très vite, on va sur le nucléaire. Et donc, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet à ne pas aborder, mais
ça grève beaucoup de débats. Et puis, ça veut dire, le développement nucléaire grève aussi le développement des énergies renouvelables. Moi, je dirais que un des moyens, hein, c'est quand même la sobriété et l'efficacité. Parce qu'à partir du moment où on consomme moins d'électricité, ça veut dire qu'il y a moins besoin de ça. Après, moi, je pense, et je dirais que moi, à mon niveau, c'est montrer, hein, ce que j'ai montré précédemment. C'est-à-dire que le nucléaire est plus cher, hein. Le nucléaire est plus cher, le nouveau nucléaire, hein, parce que Mm. quand on va dire ben, le mégawattheure qui sort des centrales nucléaires amorties, il n'est pas cher. Ben, je peux vous dire, le mégawattheure qui sort des centrales, des parcs éoliens qui sont arrivés, donc qui sont amortis, il est encore moins cher. Donc, il faut comparer le nouveau nucléaire, et là, il n'y a pas photo. Et c'est pour ça qu'il y a la part du nucléaire, elle est décroissante en Europe, elle est décroissante aux États-Unis, elle est décroissante. Alors, elle est plutôt croissante en Asie, mais c'est assez particulier. Et donc, mondialement, on n'est pas avec la possibilité que ce soit un moyen de lutter contre le changement climatique. Mais il y a un débat franco-français. Et donc, c'est dire aussi que c'est un débat franco-français. Hein, Oui. donc, il n'y a aussi pas un marché mondial. La preuve, le marché mondial avec les EPR, on essaie d'en construire au Royaume-Uni, il y a des problèmes. On essaie d'en construire en France, il y a beaucoup de problèmes. En Finlande, il y a des problèmes. Donc, alors c'est vrai qu'il y a des EPR qui sont en Chine qui fonctionnent plutôt normalement, hein, mais le marché exportation n'est pas du tout ce qui avait été envisagé. Et je peux juste faire aussi, hein, donc, juste pour vous dire, suivez l'actualité de demain, parce que demain, c'est la signature, enfin l'entrée en vigueur officielle du traité sur l'interdiction des proliférations des armes nucléaires. Et il y a beaucoup de liens, finalement, puisque si vous avez fait attention au discours de Emmanuel Macron, président de la République, pour il y a quelque temps, il a intimement lié le développement du nucléaire militaire et du nucléaire civil. Donc, ça, c'est un choix, c'est une posture que nous, on a trouvé surprenante. Ok, merci. Bon, j'arrête avec les questions sur le nucléaire. Si on revient au scénario, alors j'ai plusieurs questions par rapport au scénario. La première, ces scénarios prennent-ils en compte les métaux nécessaires, les métaux nécessaires à la filière éolienne? A-t-on les matières premières pour produire tous ces panneaux photovoltaïques? Donc je pense qu'il parle de tout ce qui est métaux rares, matières... Il y a plusieurs choses. La première réponse, hein, donc, si on est dans un monde qui n'est pas sobre et efficace, je dirais quelque part la question, enfin la réponse n'est pas la même, hein. Comme nous, on est dans un monde sobre et efficace, la question, elle est complètement différente. Si je prends l'exemple du photovoltaïque, hein, parce que dans le photovoltaïque, on dit terre rare ou des choses comme ça, donc il n'y a pas de terre rare, hein. Le cœur des modules photovoltaïques, c'est le silicium, et le silicium, c'est le deuxième ou troisième matériau, élément disponible sur la planète. Donc, il n'y a pas de problème de rareté en la matière. Et dans les éoliennes, il y a quelques éoliennes qui utilisent des terres rares. Donc, les terres rares, c'est un terme générique, ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement rares, hein. Et donc, il y a quelques éoliennes qui en utilisent dans les génératrices, et ce sont des éoliennes qui sont plutôt implantées en mer. Et donc, c'est 4-5% des éoliennes qui utilisent des terres rares et pour lesquelles il y a des alternatives, parce qu'on l'utilise dans des éoliennes avec des aimants permanents, et si on n'a pas ces terres rares, on va avoir des systèmes, d'autres moyens qui vont faire que l'éolienne va peut-être être un peu moins performante, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un talon d'Achille. Donc, donc l'éolien, ça consomme du béton, ça consomme de l'acier, comme d'autres choses, mais il n'y a pas de rareté, et il n'y a pas de matériaux critiques liés à la filière renouvelable électrique. Et comme je disais tout à l'heure, on est avec, dans la transition énergétique qu'on promeut, c'est des matériaux biosourcés et autres. Donc, mais par contre, ça, c'est une fake news, hein, c'est une question de terre rare qu'on retrouve tout le temps. Et donc, on montre que c'est pas le cas. Et donc là, je peux vous inviter aussi à aller voir sur le site de Décrypter l'énergie, où il y a des analyses un peu plus, je dirais, beaucoup plus précises que ce que je viens de vous répondre à l'instant. Pour continuer sur le même volet, on a une question justement sur le recyclage, sur la gestion des déchets.
exemple panneaux photovoltaïques en fin de vie, comment est pris en compte l'énergie nécessaire pour gérer leur fin de vie? Alors, donc il y a plusieurs questions dans cette question, donc je vais y répondre, puis si je réponds mal, vous me relancez, parce que c'est une question qui me permet de rebondir sur quelque chose, parce que c'est une question sur quel est le temps quel est le temps de retour énergétique. C'est-à-dire qu'il y a une éolienne, elle consomme de l'énergie pour sa fabrication, pour son installation, pour son exploitation pendant 20 ans, et puis pour son démantèlement. Et une éolienne terrestre rembourse toute cette énergie entre 6 mois et 1 an. Donc vous avez 6 mois de production d'une éolienne à 1 an de production éolienne qui vont permettre de rembourser tout ça. Alors, ça, c'est une éolienne terrestre. Une éolienne en mer, ça va être plus, ça va plutôt être proche de 2 ans. Et en ce qui concerne les modules photovoltaïques, aujourd'hui, un module photovoltaïque va rembourser, donc, de la même manière ce que je viens de vous dire, l'énergie nécessaire pour sa fabrication, pour son installation, pour son exploitation, son démantèlement, en moins de 2 ans. C'est quelque chose qui a chuté très fort ces dernières années parce qu'il y a eu des progrès technologiques et puis aussi parce que les modules sont plus performants. Donc, on a des temps de retour énergétique qui sont beaucoup plus faibles. Et donc, ça veut aussi dire que c'est des temps de retour sur CO2 qui sont aussi meilleurs qu'à une époque. Ça va dépendre avec quel CO2 ils ont été, quelle électricité ou quelle énergie ils ont été produites. Donc, ça, c'était un élément de réponse à la question. Oui. Alors, il y avait la question des déchets, du recyclage et l'énergie nécessaire pour gérer leur fin de vie. Donc, sur les déchets, si moi je me réfère à la France et puis à la réglementation, il y a aujourd'hui, donc depuis 6 mois pour les éoliennes, il y a une obligation de démantèlement qui est, de mémoire, c'est 95% donc de recyclage de l'éolienne en termes de masse. Donc il y a des contraintes de plus en plus fortes qui sont imposées. Une éolienne, c'est composé pour beaucoup de béton, pour beaucoup d'acier, pour beaucoup de fibres de verre. Donc, c'est des choses où il y a des valorisations qui se font, c'est des choses c'est des technologies comme d'autres. Il y en a qui sont des bonnes valorisations, d'autres qui sont moins, mais il n'y a pas de difficultés techniques comme il peut y avoir dans un réacteur nucléaire. En ce qui concerne le module photovoltaïque, c'est une industrie chimique. Donc, ça veut dire que vous avez des modules qui vont être traités dans 20 ans ou 30 ans, parce que la durée de vie d'un module photovoltaïque, c'est quand même plus de 25 ans, ça peut être 30 ans, ça peut être plus, et donc ce sera soit recyclé avec des procédés physico-chimiques pour récupérer ce qui est dedans, ou ça finira, comme d'autres fois, comme d'autres matériaux, pour faire des composants pour le génie civil, ou comme ballast, ou comme autre, quoi. Et à l'occasion, c'est parce que donc moi, je travaille sur les impacts sur l'environnement. Donc, quand on parle d'impact, on va aussi comparer. Donc, il y a une filière, on compare une autre. Et en France, il y a on va dire des arrangements qui font que pour les centrales nucléaires, donc qui sont pas la génération actuelle, mais la génération précédente, ils se sont engagés à faire un démantèlement qui se terminera à la fin du siècle. Donc, ils ont encore 80 années pour faire le démantèlement. Donc, c'est n'importe quoi. Dire tout le monde n'est pas traité à la même enseigne. Pour l'éolien, il y a des textes qui disent qu'il faut le faire, et puis aussi, il y a des provisions qui sont faites, des provisions financières pour ce démantèlement. Pour le nucléaire, en disant, oui, on n'y arrive pas, donc l'échéance est reculée au siècle, à la fin du siècle, voire en 2100. Donc, il n'y a pas à armes égales, on est dans quelque chose où on exige beaucoup plus des énergies renouvelables qu'on peut exiger des autres énergies. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vous parliez du démantèlement. Justement, j'ai une question. Vos scénarios, les scénarios négawatts, il est bien inclus dedans ce paramètre, le démantèlement des centrales nucléaires. Alors, comment vous l'intégrez en fait dans le scénario? Nous, on a un scénario physique.
hein. On a un scénario énergétique, donc on va parler de térawattheures, de mégawatts. Hein. On est adossé à ça, il y a un scénario économique, hein, donc il y en a qui ont comparé donc un scénario tendanciel, puis un scénario comme le scénario négawatt, mais il n'y a pas une approche en disant comment on va démanteler, combien ça va coûter. Hein. Il y a pas cette approche-là. Mais on sait que nous, par rapport à quand on compare les deux, ben on voit qu'on est. Parce qu'en plus, si vous avez déjà eu affaire à des économistes, nous dans l'énergie, ben on est précis à 5% près. Et quand vous voyez les approches des économistes, je ne dis pas que c'est du n'importe quoi, mais il y a tellement d'hypothèses, il y a tellement de traits grossiers ils sont incapables de faire des prévisions qui ont un vrai sens en termes de décision. Et c'est vrai que là, il y a des gros investissements pour le démantèlement des centrales nucléaires, pour le traitement des déchets, qui sont considérables et qui sont à mettre en balance avec avec la transition énergétique renouvelable. D'accord, j'espère qu'on a, qu'on a répondu à la question. J'ai une question aussi. Alors, apparemment, vous évoquiez le renforcement des véhicules au gaz. Les véhicules au gaz ne font-ils pas des émissions de gaz à effet de serre? D'accord. Donc, c'est la même, je pourrais dire c'est la même chose pour toute utilisation de la biomasse. Hein. Quand on a de la biomasse, si on brûle une bûche, ben, ça va émettre du CO2. Mais il y a quelque chose de fondamentalement différent entre du gaz renouvelable, hein, du gaz qui est produit maintenant et qui fait partie d'un cycle sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans, comme la forêt, c'est un cycle de 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc là, on est avec un système qui fonctionne avec des émissions et puis des absorptions. Et donc le gaz renouvelable, c'est dans ce cycle-là. Donc le gaz fossile, le gaz nucléaire, ou le charbon, ou le fioul, ben, c'est quelque chose qui a été accumulé à travers des millions d'années, qui est brûlé maintenant et qui est recraché dans l'atmosphère. Donc c'est pas du tout comparable. C'est pas du tout comparable parce que ce gaz renouvelable, ben, quelque part, il est dans un processus naturel et dans un cycle à l'échelle d'une génération humaine. Oui, hein, mais les arbres respirent, vous et moi, on respire, on émet du CO2 ou les animaux émettent du CH4, mais on est quelque part dans des cycles courts. D'accord. Merci. Alors, j'ai une question que je vais garder spéciale pour la fin. Et entre-temps, j'ai 2-3 petites questions pour Enercop auxquelles je souhaitais répondre. Donc, Thomas nous demande comment on fait s'il y a plus de consommation que ce que peuvent fournir nos producteurs. Donc là-dessus, en effet, j'ai pas trop expliqué. En fait, dans chaque coopérative, nous avons des salariés qui sont en charge d'aller chercher de nouveaux producteurs. Et en fait, Enercop fait des prévisions. Donc, on va faire une prévision des consommations de nos clients. Et le but pour chaque année, à chaque fois, c'est d'avoir plus d'énergie qui arrive sur le réseau que ce que va consommer nos clients. Et donc là, justement, on a fait, enfin, c'est pas tout à fait finalisé, mais pour l'année 2020, on est à peu près à 110% par rapport à ce que nos producteurs ont mis sur le réseau et par rapport à ce que nos clients ont consommé. Il y a 10% de plus qui a été injecté par nos producteurs. Donc en fait, voilà, on fait toujours des prévisions et on fait toujours en sorte qu'il y ait plus d'injectés par nos producteurs d'énergie renouvelable que ce que nos clients vont consommer. Et par rapport à la question du modèle de croissance de la coopérative, trouver ou accompagner de nouveaux producteurs vers ou convertir le plus grand nombre possible de clients ou autres. Là-dessus, je n'aurais pas de réponse précise. Alors, c'est sûr que forcément, peut-être qu'à un moment donné, on sera limité par rapport à nos nouveaux clients, mais en tout cas, pour le moment, à chaque fois, on a réussi à trouver de nouveaux producteurs pour approvisionner nos clients. Donc, pour le moment, on n'a pas eu ce problème, on n'a pas eu à faire face à ce problème. Donc, pour le moment, on est en effet dans une phase de croissance.
on espère aussi qu'il y aura de plus en plus de personnes à financer et via leur facture à financer les énergies renouvelables, parce qu'il n'y a que comme ça aussi qu'on pourra développer les énergies renouvelables. Je n'ai pas forcément plus de réponses. Je regarde juste si j'ai d'autres questions concernant le scénario. Il y avait une question aussi, pourquoi nous sommes en retard sur le développement des énergies renouvelables? Pourquoi la France est-elle en retard? Et comment peut-on, est-ce qu'on peut rattraper notre retard? D'accord. Alors, c'est vrai que si je réponds à cette question, moi, ma réponse, c'est on est avant tout avec des freins administratifs et des freins politiques. Ça, c'est sûr que si vous voyez, par exemple, pour implanter un parc éolien, pour implanter une centrale photovoltaïque, pour mettre un certain nombre de choses, c'est simple techniquement. Mais quand on voit le temps administratif à y passer, c'est considérable. Les premiers appels d'offres pour de l'éolien en mer ont lieu, je ne sais plus, je crois que c'est en 2007 ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, donc 14 ans après, il n'y a aucune éolienne en mer qui est sortie parce que c'est avant tout des questions administratives. Donc ça, c'est vraiment le principal frein et donc quelque part la volonté politique parce que je vous ai montré que donc c'est fiable, ça marche à côté. Hein. On a des pays qui sont, vous voyez, si je ramène à l'éolien, je suis désolé, parce que mais c'est vrai que c'est souvent quand même, on parle d'électricité, hein, on est avec vous, Enercop, on parle d'électricité. Cette année, en 2020 par 2019, l'éolien a représenté près de 50% de la consommation d'électrique du Danemark. L'an dernier, l'éolien représentait que sur Terre 40% de la consommation d'électricité de l'Irlande. Toutes les énergies renouvelables ont représenté 50% de la consommation d'énergie en Allemagne. Et nous, on est autour de 20, quelque chose comme ça. Donc, le principal frein, c'est ça. On est dans un pays aussi très centralisé. Hein. On veut des productions centralisées, on veut des centrales nucléaires, on veut des Concordes, on veut on est les rois de ces choses-là. Et on ne s'appuie pas sur les productions locales. Parce que j'ai pas développé plus que ça, mais on est quand même dans une crise forte, hein, crise climatique, hein, parce qu'on a une crise sanitaire, mais la crise climatique, elle est juste derrière. Et tous les productions décentralisées, c'est des productions résilientes. Hein. Quand aujourd'hui, on dépend de 19 réacteurs nucléaires, s'il y a des problèmes X ou Y, parce que il y a le fleuve qui a moins d'eau que prévu. Si, au contraire, il y a une inondation, on aide aussi les lignes électriques haute tension qui vont vers ces centrales. Eh ben, elles ne sont pas à la hauteur, elles tombent parce qu'il y a une tempête. Eh ben, on perd beaucoup. Donc, la production décentralisée, c'est résilient. Et la même chose pour la sobriété et l'efficacité. Quand on consomme moins, on résiste mieux aux crises. Et ça c'est un atout qui n'est pas assez mis en valeur, hein, moi je pense, par rapport à ce côté atout des énergies renouvelables électriques et puis atout général de la transition énergétique renouvelable. Ok, merci. Bon, allez, je termine avec une petite question qui fâche un petit peu. J'y répondrai également, mais Paul, on nous demande que pensez-vous du documentaire sur Arte, les énergies renouvelables pas vraiment vertes? D'accord. Alors, je ne l'ai pas vu. Hein, je l'ai pas vu parce que quand je vois des choses là comme ça, je déprime parce qu'il y a des choses. Il y a beaucoup de comptes. Par contre, j'ai échangé avec d'autres, je sais un certain nombre de choses, et beaucoup, c'est l'accumulation de fake news. En plus, il y a des fois, il y a des débats sur quelque chose, et puis finalement, on se concentre par exemple sur les terres rares, puis les terres rares, on les a dans tout, mais c'est focalisé sur les énergies renouvelables. Parce qu'il y a eu... Enfin, il y a eu aussi un autre film qui a été fait aux États-Unis là-dessus, et on pointe du doigt des aspects ponctuels qui existent, quoi. Mais
Parce que souvent, ce n'est pas relié à la sobriété énergétique et pas à l'efficacité énergétique. Et puis surtout, on regarde que par le bout de la lorgnette, mais on ne regarde pas en dire ah oui, mais vous voyez, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. On voit le problème ponctuel d'une production éolienne ou photovoltaïque, et puis on ne regarde pas la poutre de la production électricité par du charbon ou par du nucléaire. Donc c'est ces choses-là que l'on constate, je dirais, régulièrement. Donc, si vous voulez avoir une contre-vérité, bon, vous m'avez écouté pendant 1 heure, mais si vous voulez m'écouter encore 1 heure de plus, si vous cherchez sur le net, vous verrez que j'ai fait une petite présentation sur l'éolien et négawatts, qui est sorti, quelque chose qui s'appelle Green Letter Club. Oui. Et puis, si vous tapez mon nom et puis vidéo, vous la trouverez. Ouais. Et donc, et puis on est aussi, après aussi, il faut se dire, c'est à qui profite le crime. Quand Arte ou d'autres font quelque chose, à qui ça profite? Parce qu'il y a eu des films qui ont été faits comme ça dans d'autres circonstances, et on sait comment c'est né. Le mouvement anti-éolien mondial est né en Angleterre, qui s'appelait The Country Guardian, et ça a été fondé par l'industrie du charbon et l'industrie nucléaire. Donc, il y a les fédérations anti-éoliennes en France, ce sont des climato-sceptiques. Le président de la Fed, comme ça il s'appelle, c'est quelqu'un qui revendique ce climato-négationnisme. Donc, on montre du doigt certaines choses. C'est pour ça que nous on le dit, c'est ce que j'ai dit en tout début, je ne vais pas conclure là-dessus, mais c'est de dire le mégawattheure ou le kilowattheure le moins polluant, c'est celui qui n'est pas consommé parce qu'il n'a pas besoin d'être produit. Donc, c'est pour ça que nous, dans le scénario négawatt, on n'est pas, c'est 100% renouvelable électrique avec beaucoup de sobriété, beaucoup d'efficacité. C'est vraiment un message important parce qu'autrement, si on est dans une ébriété d'énergie renouvelable, on n'a pas de sens. On n'a pas de sens. Si tout le monde a une voiture Tesla électrique et puis on fait des centaines de milliers de kilomètres ou 50 000 kilomètres par an et puis etc. C'est pas le monde que l'on défend. Oui, c'est ce que j'allais rajouter. Alors moi, j'ai regardé ce documentaire. En effet, je pense qu'il est important d'informer les personnes que toute nouvelle énergie a un impact, même les énergies renouvelables ont un impact. Comme vous le dites, le mieux, c'est de ne pas consommer. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, en fait, ce qui est un peu pris comme parti dans ce documentaire, c'est si on continuait de consommer comme on consomme aujourd'hui avec les énergies renouvelables. Sauf qu'en fait, comme il est montré dans le scénario Négawatt, il y a tout un système à repenser avant où il faut d'abord penser sobriété et ensuite penser aux énergies renouvelables. Et c'est vrai que là, dans ce documentaire, c'est comme si on pense le renouvelable comme on pense éventuellement le charbon ou le nucléaire, sauf qu'avant tout ça, il faut réduire nos consommations pour pouvoir utiliser le renouvelable. Donc voilà, c'est bien d'informer, mais c'est vrai qu'il y avait quand même peut-être un parti pris sur ce documentaire-là. Je vérifie si éventuellement il y aurait d'autres questions, mais on a déjà dépassé de quelques minutes. Et je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais rajouter, Paul? Plein. Non, ce que je pourrais dire aussi, c'est que, enfin oui, dans les pleins, il faut voir aussi, puis ça correspond un petit peu à ce qu'on disait tout de suite, il faut comparer le scénario tendanciel, parce que si on ne fait pas cette sobriété, cette efficacité de développement d'énergie renouvelable, on va augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on risque des accidents de ceci et cela, on ne va pas avoir la résilience par rapport aux crises. Donc, le scénario tendanciel, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Il est même très sombre. Donc, nous, on apporte de l'espoir, on apporte sur des choses réalistes. Je vous dis, dans d'autres pays, on fait ceci, dans d'autres pays, on circule avec des voitures au gaz, il y a la sobriété dans certains pays, il y a des pays du nord de l'Europe où certaines sobriétés existent, il y a
il y a des gens qui disent ben, je ne prends plus l'avion. Donc, on a un développement du vélo, on a tout ça. Donc, on est dans une période fertile. Hein, il se passe beaucoup de choses. La crise est là, mais on montre qu'il y a des solutions. Parce que je n'ai pas parlé d'alimentation, hein, j'aurais pu parler aussi d'alimentation, hein, parce que mais c'est tout ça, et on voit qu'on n'est pas des doux utopistes parce qu'on s'appuie sur des choses que l'on voit. Et c'était ça, c'est toute la motivation de ceux qui ont fondé Négawatt, c'est que on voit que ça existe, et puis on l'a collectivement quantifié, et puis on essaye de le présenter. Et c'est pour ça que je peux que vous remercier de m'avoir accueilli, d'avoir accueilli Négawatt plus généralement ce soir pour présenter la démarche et le scénario. Ouais. Bah oui, on voit que c'est possible en tout cas. Et puis du coup, on sera obligé de refaire un webinaire sur le nouveau scénario qui va sortir donc l'année prochaine, hein, c'est bien ça, pour voir tout ça. Merci beaucoup Paul d'avoir répondu à ces questions, et merci du temps que tu nous as accordé ce soir. Et pour la qualité de ton intervention. Je voulais également remercier tous les participants à ce premier webinaire organisé par Enercop Bretagne. J'espère qu'on a pu répondre à peu près à toutes vos questions. En tout cas, je vous enverrai un petit mail avec un petit questionnaire de satisfaction auquel vous pourrez rajouter éventuellement quelques questions si on n'a pas réussi à tout répondre ce soir. Donc, je vous rappelle qu'on peut retrouver le scénario Négawatt sur le site www.negawatt.org. Pour Enercop Bretagne, vous pouvez nous contacter via le site internet enercop.fr ou par téléphone. Et ah oui, juste dernière petite chose aussi pour les derniers participants qui restent. On va bientôt atteindre le 10 millième client et il y aura un beau cadeau à gagner. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous verrez, on sera bientôt à 10 000 et il y a un beau cadeau. Pour finir, juste vous pourrez retrouver le replay donc, de cette présentation sur le compte YouTube et sur le site internet d'Enercop Bretagne. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt pour un prochain webinaire avec Enercop Bretagne. Merci à vous, Paul. Et bonne soirée également. Hop. Alors.